Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, des débats et des rubriques que vous connaissez bien dans son job d'abord, comment bien préparer son entretien d'évaluation. L'heure du bilan est vite arrivée, une année de plus, et on fait le point avec son manager sur l'année passée, les objectifs atteints, les compétences acquises. Cet échange avec son N+1 n'a rien d'un examen, mais pourtant il est essentiel de s'y rendre préparé. Mode d'emploi donc en début d'émission. Smart Philo, qu'est-ce que le boycott? Est-il vraiment efficace? On en a beaucoup parlé, il faut bien le dire, ces dernières semaines avec l'organisation du mondial de football au Qatar. Mais le boycott ne date pas d'hier. Des marques ou produits en ont déjà fait les frais. Retour sur l'histoire du boycott et son intérêt ou non avec un philosophe que vous connaissez bien dans Smart Job, Xavier Pavie. Le grand entretien aujourd'hui de la politique à l'humanitaire, il n'y a qu'un pas. Notre invité a décidé de le faire. Najat Vallaud-Belkacem sera avec nous dans quelques instants. Ancienne ministre de l'Éducation nationale, elle est aujourd'hui à la tête de l'ONG International One, spécialisée dans la lutte contre la pauvreté et les maladies évitables, et de l'association France Terre d'Asile. On reviendra avec elle sur ses nouvelles missions, son style de dirigeante. On verra également s'il y a un lien entre engagement politique et associatif. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, la fonction RH vue par les salariés. Je vous le dis tout de suite, tout n'est pas toujours tout rose. Les clichés et préjugés ont la vie dure et certains qualificatifs peuvent être brutaux, inhumains, déconnectés, menteurs. On tentera de déconstruire tous ces clichés avec notre invité. On se demandera pourquoi la fonction est dans l'obligation de se réinventer si elle veut répondre aux nouvelles attentes des salariés. Je crois que j'ai tout dit. On commence donc par Bien dans son job. C'est parti. Comment bien préparer et vivre son entretien d'évaluation? Cet échange qui consiste à évaluer vos performances est aussi et surtout l'occasion pour vous de revenir sur cette année, de faire le point sur vos objectifs, sur vos perspectives d'évolution, mais aussi de partager vos questionnements et vos inquiétudes avec votre manager. Mais pour qu'il soit productif, il doit être bien préparé. On vous donne donc la marche à suivre aujourd'hui avec Flaubert Vuillier, fondateur de la Manufacture RH. Il est avec nous. Bonjour Flaubert. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Ma première question est assez simple. Réexpliquez-nous ce que c'est que cet entretien d'évaluation, entretien annuel, voilà, comment on l'appelle et qu'est-ce que c'est? Alors justement, il a plusieurs acceptions, cet entretien d'évaluation. Certains l'appellent entretien d'évaluation, de performance, de contribution. Ça va dépendre des organisations. Et puis, il a plusieurs récurrences. Parfois, c'est annuel, parfois, c'est semestriel. On voit même aujourd'hui des entretiens au trimestre. Pour moi, cet entretien, c'est un moment d'échange et de management. C'est un moment durant lequel le manager va se retourner sur l'année écoulée, voir si le collaborateur a mis en place, en pratique, les compétences attendues pour atteindre les objectifs. Même si on se retourne sur le passé, pour moi, l'entretien d'évaluation, c'est un tiers du temps sur ce qu'on a vécu, mais 2 tiers du temps sur ce qu'on va vivre. On se projette vers l'avenir quand on fait un entretien d'évaluation. Et donc, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il arrive. Il faut s'y préparer un tout petit peu. Il ne faut surtout pas attendre que l'entretien arrive. Quand on est collaborateur, tout est dans la préparation. Il y a quelques bonnes pratiques à mettre en place et à partager. Alors, dites-nous tout. Par exemple, quand on est nouveau dans une entreprise, on se dit à quelle sauce je vais être mangé. Mais là aussi, on doit être acteur de ce moment important. On va aller poser des questions soit aux plus anciens, comment le manager a l'habitude de pratiquer, au RH, ou même au manager. Moi, j'encourage vraiment les collaborateurs à se prendre en main sur ce moment-là. On va se fixer à soi 1 ou 2 objectifs. Quand je ressortirai de la salle, j'aurais voulu absolument parler du projet qui me tient tellement à cœur et que je voudrais manager, que je voudrais gérer. Je veux qu'on parle de ma prime, de mon augmentation, de mes responsabilités. Et puis ensuite, on va étayer tout ça. Le but, c'est vraiment d'amener des éléments factuels pour dire, OK, si je veux prendre tel projet, voilà les éléments que je mets en avant. D'autres bonnes pratiques très simples. Le fichier sur son ordinateur, on a un fichier spécial évaluation. Tout au long de l'année, on le nourrit, on met des éléments parce que on peut avoir la mémoire un peu courte, se rappeler de certaines choses et pas d'autres. Là, ça va nous aider à bien préparer son évaluation. Aussi pour les managers, d'ailleurs.
et également pour les managers. Et normalement, la bonne pratique que doit mettre en place un manager, c'est l'auto-évaluation. Il doit demander à son collaborateur de s'auto-évaluer. Ça lui permet déjà de donner la main au collaborateur et de voir s'il se surestime ou s'il se sous-estime. Et si le manager ne demande pas de s'auto-évaluer, moi j'encourage tout collaborateur à préparer son évaluation en s'auto-évaluant, et ce qui permettra de répondre à toutes les questions que le manager peut avoir. Et à le faire un peu en amont, c'est ça, on ne remplit pas ce questionnaire la veille? Non, surtout pas. On le prépare en général une dizaine de jours avant. C'est quelque chose qu'on va prendre, reprendre, laisser un peu reposer. Mais évidemment qu'il faut préparer tout ça en amont. Et il faut aussi, quand je dis se prendre en main, c'est aussi être capable de manager son manager. À un moment donné, on doit prendre la main sur son entretien d'évaluation. On doit être capable d'amener son manager à lui dire « Qu'est-ce que tu penses de ma demande ? C'est quoi ton avis par rapport à ce que je te demande là-dessus ?» C'est très important d'arriver à manager son manager. Et puis, autre point, normalement, on ne découvre rien le jour de l'entretien. Là aussi, on se prend en main. Durant l'année, on fait des points avec son manager. Si lui n'initie pas ces points, c'est à nous, collaborateurs, de les initier. Dire, tiens, sur tel projet, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que tu en penses ? Comme ça, on ne découvre rien le jour J. Manager son manager, intéressant. Il y a souvent un sujet aussi sous-jacent à l'entretien d'évaluation, compliqué à aborder, celui de l'augmentation. Alors, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a même des organisations qui vont décorréler l'entretien d'évaluation. On n'en parle pas. Et la demande d'augmentation. C'est ça. On a 2 temps. Un temps pour l'évaluation et un temps pour l'augmentation, tout simplement parce que si le collaborateur n'obtient pas l'augmentation qu'il attendait, il va se dire « j'ai loupé mon entretien, j'ai loupé mon année ». Moi, j'ai toujours plutôt prôné le fait de le faire en un seul moment, en un seul temps. C'est important d'arriver à conclure cet entretien d'évaluation avec l'augmentation. Là aussi, ça se prépare. Là aussi, le collaborateur doit préparer c'est quoi l'enveloppe globale. Aujourd'hui, on parle d'enveloppes qui sont entre 2 et 4%. On a une inflation à 6%. Donc, il faut cibler sa demande d'augmentation. Il faut se préparer sur les montants à aborder. Évidemment, c'est très important de se préparer sur ces montants. Si l'enveloppe est de 4%, qu'on demande 6 ou 8%, qu'est-ce qui fait que je vais demander 50% de plus que l'enveloppe? Et encore une fois, une enveloppe, c'est une enveloppe globale, ce qui fait que certains vont avoir plus, d'autres moins. Et il faut étayer. Il y a des moments aussi qui sont opportuns pour demander une augmentation. Nouvelle organisation, nouvelles responsabilités qui nous sont confiées. C'est à ce moment-là qu'on peut dire OK. Ou alors on les prend, on prouve ce qu'on fait et ensuite on demande une augmentation. C'est ça, c'est-à-dire comment on justifie aujourd'hui une augmentation de salaire? Alors déjà, si on est sur un métier qui est très pénurique et qu'on a beaucoup de valeur ajoutée pour l'entreprise, c'est plus facile que si on est sur un métier qui est à l'opposé. Et je pense aussi à une formation. On va acquérir des compétences en plus. À un moment donné, comment on met en valeur ces compétences acquises en plus? Qu'est-ce qu'elles apportent à l'entreprise comme valeur ajoutée, comme bénéfice peut-être, comme chiffre d'affaires? On valorise tout ça et ensuite, on étaye cela pour sa demande d'augmentation. Il nous reste une petite minute pour les autres demandes que l'on souhaite faire à son manager. C'est aussi le moment, c'est l'occasion? C'est exactement le moment, c'est le bon moment. Moi, j'ai 2 techniques à partager. La première, c'est, alors au-delà de préparer, d'étayer, il y a la technique de la question. Je veux plus d'autonomie. On va demander à son manager, un peu comme un coach, qu'est-ce que tu penses de notre fonctionnement? Comment est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'autonomie? Plutôt que de lui dire, moi je veux plus d'autonomie parce que... Non, cette technique, elle est vraiment très impactante. L'autre technique également, c'est de prendre un dossier. Voilà, on a vécu ensemble un moment, on a géré tel dossier. On va faire un petit travelling, on va prendre de la hauteur. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, toi et moi? Et là, on manage son manager quand on lui dit ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux dans ce dossier? Qu'est-ce que j'aurais aimé gérer de plus, de mieux, différemment dans ce dossier? Et on amène le manager à s'exprimer également sur le sujet. Bon, vous l'avez entendu, prenez les devants. Je crois que c'est ça, le conseil principal à retenir, en tout cas pour réussir bien préparer et réussir, et bien vivre son entretien d'évaluation. Prendre les devants, manager son manager. Prendre les devants, on est acteur de sa carrière et ce sont des moments importants dans une carrière, donc à chaque collaboratrice et collaborateur de les gérer. Merci beaucoup Flaubert Vullier de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci pour tous ces bons conseils. Je le rappelle, vous êtes le fondateur de la Manufacture RH. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Smart Philo. Smart Philo, Xavier Pavie est avec nous, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du Centre Imagination. Bonjour Xavier. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. On va parler avec vous du boycott, un concept qui fait écho évidemment avec l'actualité puisqu'on en a beaucoup parlé avec la Coupe du Monde au Qatar. Ma première question, existe-t-il une signification
philosophique du boycott? Alors, c'est une bonne question. On pourrait le ranger d'une certaine manière du côté de la philosophie parce que c'est une action non violente. Les actions non violentes, c'est comme la grève de la faim par exemple, et la philosophie, par définition, se situe toujours du côté de la non-violence. Néanmoins, historiquement, ce n'est pas un concept philosophique. Ça vient de quelqu'un qui s'appelait Charles Boycott et qui a été boycotté. C'était un propriétaire terrien irlandais et il ne voulait pas baisser ses loyers. Alors, tous les fermiers autour ne voulaient plus utiliser ses terres, ne lui livraient plus son courrier, ils ne lui parlaient plus non plus, ils ne voulaient plus s'occuper de l'ensemble de ses terres agricoles et il a été boycotté d'une certaine manière. On n'employait pas le mot en tant que tel à l'époque, mais c'est de là d'où vient l'origine du terme boycott. Est-ce que vous avez des exemples historiques des boycotts marquants ? Oui, alors, très marquant, il y a 1930, il y a évidemment en Inde, Gandhi qui propose un boycott de l'Empire britannique, des produits de l'Empire britannique. Dans le même ordre d'idée, les grands boycotts très connus, c'est 1955, on a Gandhi, on n'a pas Gandhi cette fois-ci, mais on a Martin Luther King qui vient défendre d'une certaine manière Rosa Parks et qui vont boycotter les bus Montgomery. Et puis on a plus récemment, donc au début du 21e siècle, aux États-Unis, ça a été connu, on a le boycott par les États-Unis encore une fois, cette fois-ci du vin en 2003, puis nous avons eu le foie gras et le roquefort. Et donc ça, ce sont des éléments un peu historiques marquants pour, je dirais, les droits de l'homme, et puis des boycotts aussi de marques ou d'entreprises avec du fromage ou du vin. Des French fries aussi, je crois, qui avaient été boycottés. Est-ce que donc le boycott d'une marque ou d'une entreprise donc est réellement efficace? Ça marche? Alors, c'est compliqué comme question parce que c'est une action politique, le boycott. C'est une action politique et donc on peut vouloir être boycotté. Par exemple, pourquoi nous avons été boycottés en tant que Français? C'est parce que nous avons refusé de prendre part à la guerre en Irak. Et donc à ce titre-là, nous pouvons d'une certaine manière être fiers d'avoir été boycottés. D'un autre côté, si on se met du côté des Américains ou de ceux qui ont subi les conséquences, c'est quand même 110 millions d'euros de pertes pour la filière roquefort, foie gras, qui a eu lieu à ce moment-là. Donc on peut dire que oui, il y a effectivement un succès ou un échec selon la façon avec laquelle on va regarder les choses. Cette dimension-là est importante parce que d'un point de vue économique, le boycott a toujours effectivement quelques effets, oui ou non, est-ce qu'on va pouvoir le mesurer? Par exemple, la question du boycott du travail des Ouïghours en Chine, là il n'y a aucun effet. On peut le boycotter, on peut dire qu'il y a du boycott, mais dans les faits, ça ne se produit pas. Il y a des boycotts plus ou moins utiles. Oui, il y a une question d'utilité, il y a une question d'efficacité et de succès. Alors, qu'est-ce qui va définir le succès d'un boycott? La première chose, il faut que l'événement soit visible et grave. D'accord. La deuxième chose, il faut qu'il y ait des faibles conséquences financières et faibles conséquences psychologiques. Autrement dit, est-ce que je suis capable de substituer ce que je vais boycotter? Et puis le dernier élément qui est important aussi, c'est qu'il faut que ce soit ciblé dans un temps court. Est-ce que le boycott de la Coupe du Monde, puisque c'est ce dont je parlais en préambule de cette émission, est-ce que lui, il est pertinent, par exemple, ce boycott-là? Vous voyez, ça ne rentre pas dans la classification du boycott à proprement parler. Pourquoi? Parce que visible et grave, ça marche. Effectivement, nous avons eu des accidents qui ont été rapportés, des personnes décédées sur les chantiers, donc en effet, un événement visible, grave apparaît. Mais il y a pas que ça. Il y a également quelque chose qui est de l'ordre de la préparation du mondial, de la Coupe du Monde et des stades. C'est à ce moment-là qu'il fallait boycotter. On ne peut pas dire aujourd'hui concrètement, il n'y a plus, et heureusement, il n'y a plus d'accidents. Il n'y a pas de mort sur les chantiers, il n'y a pas de mort dans les stades. Donc on est en train, a posteriori, de vouloir boycotter quelque chose qui a existé. Et du coup, ça ne fonctionne pas très bien. La deuxième chose, Eva, qui est importante, c'est les conséquences psychologiques. Alors, ça peut paraître léger, ce que je vais vous dire, mais une Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. Donc celui qui n'aime pas le foot, il ne va pas regarder, il peut dire qu'il le boycotte, mais de toute façon, il n'aurait pas regardé le foot. La question des supporters, c'est une fois tous les 4 ans. La question de la substitution psychologique dont je parlais tout à l'heure, eh bien, elle est évidemment ici. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me mettre à regarder le hockey sur gazon en Suède si je veux regarder Neymar et Mbappé, par exemple. Donc, la substitution n'est pas possible. Et enfin, un temps court et ciblé, ce n'est pas évident parce qu'on va être sur une cible qui est le Qatar, ou la FIFA, ou ça va être les sponsors, mais qui est véritablement la cible? Ce n'est pas si évident que ça, parce que ceux qui accueillent, c'est le Qatar, mais ceux qui financent, c'est les sponsors, etc. Et enfin, les conséquences du boycott auprès des joueurs, auprès des supporters et les valeurs du sport. Mais là, je vais faire appel au philosophe que vous êtes. J'en profite. Comment, de ce sentiment collectif, comment transformer ce sentiment collectif en action? C'est ça qui est intéressant avec le boycott.
Cette démarche de sentiment collectif que l'on peut avoir en disant on est contre quelque chose, ça se prépare. Et on ne peut pas considérer qu'il y a effectivement un événement grave, un événement a posteriori que tout le monde découvre que maintenant. Autrement dit, nous sommes encore dans une forme de passage à l'émotion, pour le dire avec des termes presque philosophiques, de l'émotion et pas tellement de la rationalité. Et c'est cette dimension-là qui est importante. Qu'est-ce qui est rationnel ? Qui est rationnel, c'est d'avoir boycotté la Coupe du Monde au moment où c'était en train d'être préparé. C'était un élément rationnel. Aujourd'hui, on est dans l'émotion, parce qu'on voit la façon avec laquelle les stades vont émerger, la façon avec laquelle le public va prendre part. On est sur de l'émotion. Le philosophe ne discute pas de l'émotion, il discute de la rationalité et de l'objectivité et de la distance que l'on peut prendre. Autrement dit, pour répondre complètement à votre question, Eva, on pourrait s'interroger sur le boycott avant, on pourra s'interroger sur après, la distance que l'on pourrait prendre, par exemple, vis-à-vis du Qatar. Mais cette question d'entre-deux à ce moment-là n'a pas de sens parce que nous ne pouvons pas raisonner sous le coup de l'émotion. Et puis il y a une culture du boycott aussi. Je crois qu'il y a des pays qui sont plus habitués. La France a moins cette culture aussi du boycott, Xavier Pavie. Oui, absolument. C'est pour ça que dans les exemples que j'ai cités, ce sont souvent les pays anglo-saxons. Ouais. C'est né en Irlande avec Charles Boycott. Et puis les exemples que j'ai cités, ça peut être vis-à-vis de l'Empire britannique, mais dans une colonie britannique qui était l'Inde à l'époque, ou alors les exemples que j'ai mentionnés, par exemple aux États-Unis. Il y a effectivement cet aspect collectif que l'on retrouve moins dans les pays tels que les nôtres. Merci beaucoup Xavier Pavie de nous avoir tout dit sur le boycott aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes donc philosophe, professeur à l'ESSEC et évidemment directeur du centre Imagination. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le grand entretien. On reçoit aujourd'hui l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. À tout de suite. L'invitée de notre grand entretien est Najat Vallaud-Belkacem, directrice générale de l'ONG One depuis 2020, élue récemment présidente de France Terre d'Asile et bien sûr ancienne ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job. Merci beaucoup de nous accompagner. Je le disais, à l'instar de Cécile Duflot ou Benoît Hamon, vous faites donc partie de ces personnalités qui ont quitté la politique pour l'humanitaire. On va revenir avec vous sur ce choix de carrière, sur votre quotidien professionnel actuel. On reviendra évidemment sur la question du sens dans le travail, de l'engagement qui est probablement la pierre angulaire de votre parcours. Najat Vallaud-Belkacem, comment vous êtes arrivée en 2020 à la tête donc de cette ONG One ? Mais en fait, tout ça est assez cohérent en réalité, même si c'est une cohérence de lecture d'après-coup. Mais en réalité, ce qui s'est passé quand, en 2017, j'ai quitté mes fonctions ministérielles, le quinquennat se terminait. Mon premier pas, ça a été en direction du secteur privé. Je suis allée passer 2 ans dans une entreprise qui faisait des études d'opinion publique. Et donc, en fait, 2 ans d'observatoire du monde à l'aune de ce que les opinions publiques perçoivent, ressentent, pensent. Ça a été extrêmement précieux pour moi. En même temps, ça a été vraiment l'occasion de conforter en fait mon souhait d'engagement. Parce que justement, quand vous regardez que ce soit la montée du populisme, la montée de l'anxiété environnementale, les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes et de ce que ça provoque comme tiraillement dans l'opinion publique, etc. Vous vous dites, mais en fait, il y a besoin d'acteurs qui aillent défendre une série de causes dont on a besoin pour que notre monde dysfonctionne un peu moins. Donc pendant 2 ans, vous avez observé, vous avez fait Exactement. le constat et ensuite il fallait agir à nouveau. Absolument, c'est exactement ça. Alors pas seulement observer, disons que en tout cas ça m'a aidé vraiment à comprendre les ressorts de l'opinion publique, donc y compris la façon dont on s'adresse à elle lorsqu'on essaye de l'embarquer dans le soutien à telle ou telle cause ou grande conviction. Et donc, à partir de 2020, finalement, j'ai repris le chemin de l'engagement. J'avais connu l'engagement politique. Là, c'est un engagement plus associatif, plus dans le monde des ONG, et puis aussi plus mondial, peut-être, c'est la différence, je pense. Parce qu'en fait, en politique, j'étais soit sur une collectivité, soit sur un pays. Mais là, on est plus sur des enjeux de dysfonctionnement du monde. Et donc, par exemple, chez One, le sujet, c'est vraiment la lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde. Ça, c'est le sujet principal. Quelle est l'étendue des missions de cette ONG internationale ? En fait, on a affaire à une ONG dont la mission, c'est de faire pression sur les gouvernements et les institutions internationales pour qu'ils adoptent des lois et des mécanismes de financement
adaptées pour répondre à l'extrême pauvreté, c'est-à-dire sortir les gens de l'extrême pauvreté, aux maladies qui restent non soignées parce que le coût des médicaments ou des vaccins est trop exorbitant, donc en mettant en place des financements internationaux qui permettent de mieux répartir ces traitements à l'échelle du monde, à la crise économique, aux crises de famine, sécurité alimentaire, économique, par exemple crise de la dette, etc., auxquelles sont confrontés un certain nombre d'États dans le monde. Il y a des régions du monde dans lesquelles vous intervenez plus particulièrement. Notre région vraiment de focalisation, c'est là où se concentre l'extrême pauvreté le plus, malheureusement, c'est l'Afrique subsaharienne. D'accord. Parce que c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de pays dont une majorité de la population vit avec moins de $2 par jour, ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. Donc en fait, où la situation est tellement enlissée d'une certaine façon qu'on ne peut pas se contenter de dire non mais la croissance économique, le développement viendront et sortiront tout ça, comme ça a été le cas par exemple en Chine ou dans d'autres pays en Asie où on a pu profiter de ce développement économique pour mettre à bas l'extrême pauvreté. Là, on est dans des zones géographiques où s'il n'y a pas de solidarité internationale, honnêtement, les gens sont juste livrés à eux-mêmes. Les enfants meurent avant l'âge de 5 ans de maladies qu'on sait pourtant soigner. Les femmes n'ont accès à aucun service de reproduction sexuelle, enfin d'aide sexuelle ou reproductive. Donc tout ça, ça existe encore. Et ça a été même bien aggravé malheureusement par la crise du Covid évidemment, mais aussi par la guerre en Ukraine, puisque vous le savez, la famine est repartie à la hausse. Donc une ONG comme la nôtre, c'est vraiment ces sujets-là qu'elle va porter, dont elle va se faire les porte-voix, parce que c'est des sujets qui passent souvent sous les radars en fait dans l'agenda politique ou médiatique. Voilà, en tout cas au niveau national. Voilà, vous avez rarement de mobilisation comme ça spontanée de l'opinion publique pour dire oh là là, mais attention, il faut penser aussi à ce qui se passe dans ces pays-là. Donc du coup, notre ONG fait cela et fait adopter ces mécanismes de financement. Pour faire le lien avec votre ancien poste de ministre de l'Éducation nationale, vous traitez toujours aujourd'hui des questions de la jeunesse. Vous parliez de la famine qui touche en effet les enfants. Vous êtes toujours lié à ce sujet de la jeunesse actuellement dans cette fonction-là. En fait, de manière générale, je vous avoue que moi, si j'essaye de théoriser quelque chose qui relevait davantage de l'intuition et de la spontanéité, je vous dirais que moi, ce qui m'intéresse dans une société, c'est ces vulnérables. Vous savez, on a publié un livre avec la philosophe Sandra Logier il y a 1 an et demi de cela, qui s'appelle « La société des vulnérables ». En fait, en vérité, je trouve qu'on juge de la bonne santé d'une société à l'aune de ces vulnérables. Et ce qu'on appelle ces vulnérables, c'est évidemment les enfants, c'est évidemment les femmes, parce que malheureusement, force est de constater qu'elles le sont encore. Et parmi ceux-là, il y a encore des plus vulnérables que d'autres. Ce sont les réfugiés, par exemple. Vous évoquiez la présidence de France Terre d'Asile tout à l'heure. Et je trouve que, en fait, c'est une très bonne façon de regarder le monde, de regarder notre pays, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de ceux-là. Parce qu'améliorer la situation des vulnérables, contrairement à ce que certains prétendent, ne desservira jamais la cause de ceux qui vont bien. Ça leur permettra juste à eux aussi de vivre dans un monde où il fait meilleur respirer, tout simplement, où les inégalités ne sont pas absolument insoutenables, où vous n'avez pas des jeunes qui grandissent avec un tel manque de perspective que par définition ils en nourrissent une forme de rancœur et donc potentiellement qu'ils sont eux-mêmes source d'insécurité, parce que qui dit rancœur dit un jour tentation de vengeance, des choses comme ça, de revanche. Donc du coup, moi je pense que notre société se porte vraiment beaucoup mieux quand elle lutte contre les inégalités et sort les plus vulnérables de leur vulnérabilité. Est-ce que vous essayez de défendre lors de votre précédent poste en tant que ministre les vulnérables? Pareil, est-ce que c'est le lien qu'on peut faire entre ces deux engagements-là? Voilà, je vous laisse juge. Voilà, lien ou parallèle entre engagement politique, associatif. Je trouve cette notion de défendre les vulnérables intéressante. Dites-moi si c'est le cas ou s'il y a autre chose. Oui, je le crois en tout cas, si je devais vraiment résumer l'engagement politique qui a été le mien, et d'ailleurs dans mes différentes fonctions, que si on s'en tient à la période ministérielle, que ce soit comme ministre des droits des femmes ou que ce soit comme ministre de l'Éducation, le sujet pour moi, ça a toujours été d'en finir avec la hiérarchie entre les êtres. Vraiment, c'est quelque chose qui m'insupporte considérablement. Et d'en finir avec cette idée selon laquelle tout serait dû au mérite, alors qu'on sait que ça n'est pas dû au mérite.
selon laquelle finalement c'est bien que ceux qui ont déjà beaucoup aient encore toujours plus parce qu'à la fin ça ruisselle vers ceux qui n'ont rien. Bon, voilà, moi je me suis battue contre tout cela pendant toutes mes fonctions politiques, que ce soit à niveau local ou ministériel. Et pour en revenir à l'éducation, très concrètement, ça se traduisait par la lutte contre les inégalités de réussite scolaire. Je veux dire, cette idée que les destins des enfants soient gravés à l'âge de 3 ans en fonction du milieu social auquel ils appartiennent, elle m'était insupportable. L'idée que l'école pouvait, malgré elle, conforter les inégalités, voire les aggraver parce que, à certains égards, on a une école à 2 vitesses, c'est insupportable aussi. C'est pour ça que j'avais beaucoup travaillé, souvenez-vous-en, sur, par exemple, la mixité sociale dans les établissements scolaires, pour pas qu'il y ait des établissements ségrégés, ou alors les moyens à donner aux établissements les plus en difficulté. Voilà, donc oui, il y a clairement une comparaison à faire. Moi, j'aimerais savoir peut-être une question un peu plus personnelle. Pourquoi cette quête de sens vous anime-t-elle? D'où ça vient? Et j'aimerais aussi vous poser la question peut-être des difficultés qui viennent avec. C'est-à-dire quand on veut donner du sens, on va avec son lot de désillusions aussi, beaucoup en tout cas dans son métier. Voilà, d'où vient cette quête de sens? Et ensuite, voilà, est-ce que ça vient avec ces difficultés là aussi? Je pense que d'abord, elle n'est pas propre à ma personne, la quête de sens. Vous avez forcément remarqué que notamment à l'aune de la crise du Covid, il y a énormément. On en parle davantage depuis 2 ans, il faut le dire. Il y a énormément de gens qui ont décidé de quitter leur job, qui en recherchent un autre qui ait davantage de sens. Il y a quand même beaucoup de secteurs d'activité qui, comme vous le savez, ont du mal à recruter. Moi, je me retrouve souvent dans ces conversations avec des employeurs de différents secteurs. Et puis, ils sont plusieurs à dire oh là là, c'est dur dans l'automobile, c'est dur dans l'hôtellerie, c'est dur de trouver des gens. Et alors, à chaque fois, je leur réponds, et à contrario, vous savez quoi, moi, comme directrice d'ONG, j'ai vraiment aucun mal à recruter. Je ne suis pas là pour m'en vanter, je dis juste que ce qui est frappant, c'est de voir à quel point la nouvelle génération va très spontanément venir vers des jobs secteurs, dans ces secteurs-là. Alors même que, par définition, on sait que les rémunérations sont plutôt moindres, etc. Donc, il faut en tirer une leçon. Et je pense qu'en fait, il y a à la fois la question du sens de ce qu'on fait, voilà, pour finalement aller vers un monde plus durable d'une certaine façon et une société plus soutenable. Mais il y a aussi le type d'écosystème de travail qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire le côté un peu horizontal, un peu respectueux des idées des uns et des autres, dans la coopération. Je pense que... Quel style de dirigeante êtes-vous, justement? Quelles sont les missions d'une directrice générale d'ONG? Parce que c'est des missions que vous avez donc découvertes il y a 2 ans. Quelles sont ces missions-là? Voilà, combien de personnes vous managez? Voilà, vous êtes, depuis donc quelques années maintenant, dirigeante. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je pense qu'en fait, c'est marrant que vous me posiez cette question, parce que j'ai toujours considéré, ces dernières années justement, j'en ai fait l'expérience, que les patrons, les directeurs des ressources humaines du secteur privé, ceux du secteur public, de la fonction publique, et ceux du secteur associatif, tiers secteur, devraient se rencontrer régulièrement pour évoquer ces sujets-là ensemble. Parce que honnêtement, je pense que c'est pas du tout les mêmes méthodes de management qu'on pratique dans... On fonctionne pas pareil dans le privé, dans le public. Moi, j'ai eu le plaisir et la chance, d'une certaine façon, d'avoir des expériences dans les 3 secteurs. Et donc, je vois bien, il y a un côté dans le monde de l'entreprise et notamment de la grande entreprise, on a besoin d'une certaine façon d'un pilote, d'un commandant de bord. Donc, il y a quand même un management relativement descendant qu'on ne retrouve pas du tout dans le monde des ONG, où on va être vraiment plutôt dans un management, je le disais, plus horizontal, dans lequel ce qui importe, puisque les gens sont venus là pour chercher du sens, par définition, ils doivent pouvoir l'exprimer régulièrement, le sens. Ils doivent pouvoir aussi adhérer ou ne pas adhérer régulièrement. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus collaboratif, coopératif, qui est assez intéressant. Après, le secteur public, c'est encore différent, parce que comme les gens sont des fonctionnaires, enfin je parle de la fonction publique en disant ça, il y a aussi d'autres enjeux, peut-être une capacité à se projeter à plus long terme que ce qu'on a dans le privé. Enfin, mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est qu'en partageant ces 3 expériences, on pourrait vraiment grandement
enrichir nos pratiques de management. Parce que, je le redis, la raison pour laquelle de nombreux jeunes se détournent d'un certain nombre de secteurs d'activité dans le privé, c'est pas seulement l'absence de sens à leur activité immédiate, c'est aussi le modèle de management qui y est pratiqué, l'écosystème dans lequel va naviguer finalement un employé. Et je pense que ce qui est en jeu, c'est vraiment la remise en cause de plus en plus chez nos concitoyens du lien de subordination, en fait. Regardez le nombre d'entre eux qui se mettent en à leur propre compte. Le nombre de gens qui ont quitté des fonctions, y compris de cadres, pour créer leur petite entreprise. C'est une remise en cause profonde du lien de subordination. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal. Je dis juste que ça se regarde et que ce serait intéressant que des managers des 3 secteurs en parlent. On parle beaucoup des compétences techniques, évidemment, lorsqu'on arrive à un poste comme celui-ci. Un peu moins des compétences comportementales, alors que manager, c'est aussi beaucoup de compétences comportementales, des soft skills, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que votre période, que l'époque politique vous a aidé là-dessus ? Est-ce que l'école politique, c'est une formation accélérée sur ces compétences-là comportementales qui sont essentielles quand on veut prendre une fonction comme la vôtre aujourd'hui ? Alors oui et non. Soyons honnêtes, parce que je pense que quelque part, le fait d'être ministre, être ministre, je l'ai souvent dit, c'est une situation exorbitante de droit commun. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui n'est comparable à rien, qui n'est fait a priori pour durer qu'un temps, et c'est bien normal, etc. Donc, du coup, vous avez des conditions de travail, y compris de management, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. On va retrouver nulle part ailleurs, ouais. Et qui peut-être même pourrait vous faire prendre, on va dire, des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes. Donc, c'est pour ça que je souriais, parce que d'une certaine façon, par exemple, bien sûr, vous êtes le capitaine à bord quand vous êtes ministre, mais il y a toute une partie management que vous déléguez à votre directeur de cabinet, chose qu'on ne va pas retrouver comme modèle de fonctionnement dans le secteur privé ou dans le monde des ONG. Donc, c'est... Voilà. Et puis vous avez aussi une capacité d'action quand vous êtes ministre, parce que vous avez, moi j'avais 1 million de fonctionnaires sous mes ordres. Évidemment, vous retrouvez difficilement ça ailleurs. Néanmoins, ce que la politique vous apprend, c'est peut-être pas les qualités de management, je dirais pas ça. En revanche, c'est la vision. C'est la façon dont vous considérez le milieu dans lequel vous êtes en train de naviguer, l'époque dans laquelle vous êtes, la capacité à se projeter, la capacité à avoir des points de comparaison. En fait, vous avez une vue 360 degrés parce que vous avez fait de la politique. Ça, j'en suis absolument convaincue. Parce que, ayant fait de la politique, par définition, vous êtes intéressé à tout. C'est le grand intérêt de la politique. C'est pour ça qu'on aime ça quand on en fait. C'est que vous rencontrez des gens de tous les milieux, vous discutez de tous les secteurs industriels à un moment ou à un autre. C'est pas parce que vous êtes ministre de l'Éducation que vous allez vous désintéresser de ce qui se passe dans le secteur de l'automobile. C'est pas vrai. En plus, moi, j'ai été porte-parole du gouvernement, donc je voyais tout ça. Donc, vous étant intéressé à tout, vous avez un référentiel qui est très très large et qui permet finalement de positionner l'organisation que vous prenez, y compris l'ONG, dans cette réflexion 360 degrés et peut-être d'être plus affûté pour se projeter. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites parce qu'il nous reste que 2 petites minutes sur ce million de fonctionnaires dont vous parliez justement. On aurait aimé vous faire réagir aujourd'hui évidemment sur l'actualité RH des enseignants, crise de vocation, de recrutement, de moins en moins de profs admis au concours, de plus en plus d'embauches de contractuels. Comment vous regardez aujourd'hui cette crise inédite du secteur ? Inédite, c'est le mot employé par les syndicats enseignants aujourd'hui. Voilà, quelques mots là-dessus tout de même. En fait, j'en suis assez triste, honnêtement, parce que je pense que vous vous souvenez que, comme ministre de l'Éducation, j'ai appartenu à un quinquennat qui avait embauché 60 000 nouveaux professeurs. Il faut vraiment l'avoir en tête pour comprendre, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que ceux qui prétendent que, grosso modo, c'est un phénomène auquel on assiste depuis des décennies sans qu'on ait pu rien y changer. Non, c'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a une désaffection envers le métier de professeur de manière générale parce qu'il est devenu plus dur, tout simplement. Mais il y a des solutions politiques qui pouvaient être trouvées, qui ont été trouvées un temps et qui ont été stoppées ensuite, ce qui a aggravé la situation. Nous avons donc, entre 2012 et 2017, embauché 60 000 enseignants, après que, je le rappelle, la période Nicolas Sarkozy, on avait supprimé 80 000. Donc déjà, la période Nicolas Sarkozy, avec
créer un trouble, parce que quand vous supprimez des postes, ça veut dire que vous remplacez plus les professeurs malades, que vous formez plus les professeurs. Enfin, je veux dire, ça a un sens concret. C'est pas seulement les professeurs que vous mettez devant les classes, hein. Pas seulement la taille des classes, c'est vraiment le quotidien des autres professeurs qui en est affecté. Donc, la période Nicolas Sarkozy avait déjà créé ce trouble-là et ce problème. Nous sommes revenus, nous avons recréé ces 60 000 postes. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit ? C'était exactement la bonne question. Lorsque nous sommes partis, sans doute parce que ça ne suffisait pas, il aurait fallu continuer cette dynamique. Au lieu de la continuer, eh bien, Jean-Michel Blanquer, en l'occurrence, s'est mis à redétruire des postes. Donc, en fait, ce faisant, il ne fallait pas s'étonner de ce qu'à la dernière rentrée, en septembre 2022, on avait 4000 profs qui manquaient à l'appel. Mais en vérité, il en manquait bien plus que ça, si on prend en compte le fait que, déjà, je le disais, les professeurs malades n'étaient pas remplacés, etc., etc. Donc, en fait, le sujet... Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se mette d'accord une fois pour toutes sur une chose. C'est qu'il n'y a pas, et ce sera vraiment la fin, c'est que, contrairement à ce qui se dit parfois dans le débat public, il n'y a pas à choisir entre augmenter la rémunération des professeurs et recruter davantage de professeurs. Les deux vont de pair. Il faut faire les deux. Pourquoi ? Parce que quand les professeurs se plaignent de leurs conditions de travail, ils parlent à la fois de leur niveau de rémunération qui est trop faible et il faut l'augmenter, mais ils vous parlent aussi du fait que dans l'établissement où ils sont, il n'y a pas de CPE, il n'y a pas d'infirmière scolaire, il n'y a pas de psychologue scolaire, etc. Tout ça, c'est des postes à recruter. Ils se plaignent du fait que leur classe est composée de 36 élèves. Ça veut dire qu'il faut d'autres profs à recruter pour que les classes soient... Donc il faut faire les deux. On va retenir ça. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem d'être venue aujourd'hui dans Smart Job, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Stop aux préjugés sur la fonction RH. Inhumain, absent, radin, nombreux sont les clichés qui collent à la peau des employés des services des ressources humaines. Dans un contexte en plus où l'on leur incombe de nouvelles responsabilités, la qualité de vie au travail, la responsabilité sociale, la question du sens au travail aussi. On tentera de les déconstruire, on verra aussi comment la fonction RH peut, elle aussi, évoluer. Julien Morisson nous accompagne, fondateur de l'agence d'influence Les Années Folles. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. On va commencer cet entretien par une courte vidéo qui a fait parler d'elle sur LinkedIn et puis on en parle tout de suite après. Avec vous, on lance la vidéo. Inutile. Papa. Un but de sa personne est autoritaire, égoïste. Voilà. Absent. Qualificatifs brutaux, c'est ce que je disais. Voilà comment on parle des services RH. Voilà comment certains salariés parlent de leurs services RH. Julien Morisson, pourquoi vous avez choisi cette vidéo ? Pourquoi elle a autant de succès d'ailleurs selon vous sur ce réseau social LinkedIn ? Alors, elle a suscité effectivement près de 200 réactions, c'est-à-dire commentaires et likes confondus. Pourquoi elle fonctionne cette vidéo et pourquoi ce type de contenu fonctionne bien ? Parce que c'est un micro-trottoir et c'est encore assez peu exploité sur LinkedIn, à tort selon moi. 2, parce que finalement, quand on regarde l'ensemble de la vidéo, on voit qu'ont été interrogés des hommes, des femmes, des personnes jeunes, des personnes un peu plus expérimentées. Donc, c'est finalement assez représentatif. Et puis surtout, on parle d'un sujet à bâton rompu, sans langage corporate, sans langage un petit peu très convenu. Donc, c'est ça qui suscite de l'intérêt. C'est un langage authentique. Bon, là, clairement, il y a des critiques fortes sur la fonction RH, comme on l'a entendu. Les mots sont durs. Sur le fond, justement, qu'est-ce que ces qualificatifs disent finalement de notre rapport au RH ? C'est pas glorieux. Non, c'est pas très glorieux. Déjà parce que finalement tout le monde a un avis sur la fonction des ressources humaines. On aurait des difficiles analogies avec la fonction financière, par exemple, et la fonction RH, soit parce qu'on est salarié ou candidat, donc on sent légitimité finalement pour apporter un avis. Et d'ailleurs, on voit arriver sur beaucoup de plateaux aussi des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui apportent sur le recrutement, sur des choses. Donc bon, on va dire que déjà il y a ce premier point-là. 2, il faut dire aussi que la fonction RH depuis des années, elle s'est portée sur des sujets autour de l'écologie, de l'environnement, de l'égalité homme-femme, et parfois elle a laisser des sujets de fond qui sont pourtant finalement des sujets du quotidien des gens, c'est-à-dire le salaire, comment j'évolue dans ma carrière, comment ça se passe au niveau des congés payés. Et donc, c'est des sujets pour lesquels la RH communique très peu. Et donc, elle a le sentiment que la RH, finalement, elle est à la disposition, entre guillemets, de la direction pour appliquer des règles, mais qu'elle ne répond pas à leurs attentes. Et c'est vrai que ce n'est pas très surprenant parce qu'on voit que depuis 10 ans, quand on pose la question « est-ce que les RH sont proches de vous ?», les 3 quarts disent non.
Est-ce qu'ils répondent à vos attentes? Non. Est-ce qu'ils comprennent vos enjeux? Non. Et donc ça, c'est depuis 10 ans. Donc c'est pas Covid, hein. C'est depuis 10 ans. La fonction RH, elle est extrêmement critiquée. Est-ce que ça dit quelque chose de la fonction en elle-même? Ces mots sont très durs, presque trop durs. Est-ce qu'ils veulent véritablement dire quelque chose de la fonction ou du métier RH? Alors, c'est la fonction qui est la plus exposée parce que c'est celle qui connaît effectivement l'ensemble des grands départements et qui est censée vous connaître. Donc, quand vous avez un sujet, un problème, si ça se passe pas bien avec votre manager, vous voulez que la RH intervienne. Vous n'allez pas avoir le responsable marketing, commercial. Donc, vous attendez finalement beaucoup de cette fonction qui, contrairement à l'image d'Épinal, reste un salarié, j'allais dire comme un autre, mais qui est aussi, malheureusement, heureusement, qui a un pouvoir qui est celui que le donne la direction générale finalement. Donc, parfois, on attend beaucoup plus que ce qu'il ne peut faire et lui ne s'exprime pas. Et c'est sa difficulté de mon point de vue, fonction que j'ai quand même occupée pendant un certain nombre d'années, on ne peut pas toujours tout dire et il y a parfois des choses très irrationnelles et c'est le côté irrationnel, malheureusement, on ne le communique pas. C'est une fonction qui est mal comprise? C'est une fonction qui est mal comprise mais qui est mal présentée et surtout qui est présentée de manière très gadgetisante, comme si son rôle finalement ça consistait à gérer le fameux qualité de vie au travail, le fameux bien-être au travail, mais d'une manière parfois assez ludique, parfois assez ridicule aussi, il faut bien le dire. Or, sur les sujets de fond sur lesquels vous attendent les salariés, finalement sur vos difficultés, pourquoi on refuse à quelqu'un une mobilité, pourquoi on refuse une formation, pourquoi on dit non à un recrutement, et bien de manière le plus objective possible, c'est pas traité parce qu'on a peur du bad buzz, on a peur de se faire rentrer dedans sur les réseaux sociaux, donc on préfère ne pas le traiter. Et sur des sujets extrêmement consensuels pour lesquels, c'est-à-dire la diversité, sur l'égalité, des sujets finalement très loin du quotidien des gens en réalité. C'est ça le problème. Premier axe d'amélioration, donc si on vous entend bien, c'est peut-être faire de la pédagogie et communiquer. Voilà. On va en parler de manière authentique. C'est quand même, pour moi, l'enjeu, c'est pas faire quelque chose, un langage trop corporate, sinon ça peut pas fonctionner en fait. Donc pourquoi ces fonctions-là doivent-elles, selon vous, tout de même se réinventer? Pour moi, il en va de la pérennité de la fonction. Je dis ça d'une certaine un peu gravité, mais il en va vraiment de la pérennité de la fonction. Vous ne pouvez pas, derrière, travailler, si je prends l'analogie, à refaire les couleurs des draps et mettre en place une bibliothèque si déjà votre charpente n'est pas OK et s'il n'y a pas déjà l'isolation des fenêtres. Sinon, forcément, en cas de tempête, ça va se voir et votre maison va s'effondrer. Donc là, il en va vraiment de la crédibilité de la fonction RH, de pouvoir entendre ces critiques et d'essayer d'y répondre. Et en y répondant, c'est aussi d'être toujours des critiques, mais il faut accepter quelque part le jeu de manière le plus authentique, même si on sait qu'on ne peut pas tout dire naturellement. Donc oui, de mon point de vue, c'est essentiel de pouvoir faire ça. Vous disiez avant et après Covid tout à l'heure, les attentes des salariés ont tout de même un peu évolué ces 2 dernières années. Tout à fait. Tout à fait, et c'est vrai que c'est probablement l'une des plus grandes difficultés de la fonction RH. On est devenu, déjà qu'on était un peu là-dedans, c'est-à-dire un peu des hommes ou des femmes individualistes et consommateurs. Je pense que plus que jamais, c'est un peu ce que je craignais juste on va dire à fin de 2021, qu'on ait des salariés consommateurs. C'est les retours que j'ai d'ex-collègues qui me disent que oui, c'est clairement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a des gens qui consomment l'entreprise comme un produit et dont le sens collectif n'imprime plus. Et d'ailleurs, on pourrait prendre la même chose au niveau des syndicats. Je pense que si on posait les mêmes questions, à quoi servent les syndicats, vous auriez des réponses assez analogues. Donc tout ce qui est un peu collectif, c'est un peu effondré. Et en fait, les gens veulent qu'on parle d'eux. Et la RH, comment voulez-vous qu'elle puisse traiter 300 salariés? Il y a un moment donné, il faut qu'elle puisse avoir des fondamentaux un peu collectifs. Or, en face, on vous répond que non, c'est d'abord eux et ensuite les autres. C'est ça qui est difficile pour elle. Et le Covid a amplifié le phénomène avec le télétravail. Donc, il faut que chacun, avant, vous fixiez une réunion. On s'y pliait, tout le monde s'organisait en conséquence. Maintenant, c'est en fonction des disponibilités des uns et des autres. Ça devient une horreur. Moi, j'étais avec une DRH il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'elle n'avait jamais eu autant affaire à de l'incivilité. L'incivisme, des gens qui maintenant ont plus peur d'insulter par écran interposé. Ça, il y a quelques années, vous ne l'aviez pas à ce point-là. Donc ça, c'est amplifié et c'est la RH entre guillemets, qui prend en frontal. Ça, c'est très exact. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Julien Morisson, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes le fondateur de l'agence d'influence Les Années Folles. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve évidemment très vite sur Bismart, tout de suite d'ailleurs dans Smart Éducation. Très bonne journée à tous et à très vite.